Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce en France dans lequel je reçois des commerçants, des e-commerçants qui viennent me raconter leurs bonnes pratiques, leurs recettes gagnantes pour vendre mieux et plus en ligne. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Victoria Moussa, qui est Head of Product and Operations chez Back Market. Back Market, vous connaissez tous et toutes, et on le représentera quand même dans quelques instants. Mais un sujet intéressant... Et une anecdote d'abord, il se trouve que Victoria, je peux le dire, hein, oui, Victoria est la sœur de secret. Sandro qui a travaillé chez nous quelques années. Et je lui disais un jour en revenant d'un off-site, on était en voiture ensemble, je lui disais que j'aimerais bien recevoir Back Market. Il dit « Ah, bah ma sœur, il travaille ». Je dis « Quoi ? Et tu me l'as jamais dit ?» Et là, voilà. Il me dit « Elle fait du CRO ». Je dis bah, « C'est génial le CRO chez Back Market, ce serait un super sujet pour le panier ». Mais sauf qu'on va aller beaucoup plus loin de ça. On va parler de stratégie pour acquérir et fidéliser de nouvelles audiences et comment passer du CRO à un écosystème de services et de services voilà, en B2C. Ça va être passionnant. On va parler du marché aussi de la seconde main, marché circulaire, d'A/B testing, de CVR, d'optimisation du taux de conversion. Ça nous fait plein de sujets. Bonjour Victoria. Bonjour Laurent. Bienvenue. Merci beaucoup. Sur le panier. C'est la première fois que tu fais cet exercice. Exactement. Je crois. Donc, soyez tolérants. Évidemment, on est sur le panier. Écoute, très heureux de te recevoir. Back Market, c'est une incroyable success story française créée il y a plus de 10 ans. Vous venez de fêter vos 10 ans en 2024. Hein, oui, ça a été fondé exactement. En 2014. Tu nous présenteras un petit peu ton parcours qui est atypique. Tu as fait un passage par les médias, dans les... verticale dans laquelle tu as dû apprendre plein de choses qui doivent te servir, j'imagine, aujourd'hui. On parlera évidemment de Back Market, du marché, et ensuite voilà, de cette optimisation du CRO et du CVR à travers plein de choses, pas seulement l'optimisation de pixels. Tout à fait. Tu viens d'où ? Je viens d'où ? Alors de façon on va dire plutôt professionnelle, je viens à l'origine du milieu de l'agence, donc assez similaire à Cosa Vostra. Tout a commencé dans une toute petite agence. Cosa maintenant. Cosa, pardon. Ouais. Donc tout a commencé dans une toute petite agence en 2012. Donc tu vois, il faut remonter le temps, les premières applications sur les stores. Et on était à l'époque donc chez Netco Sport, une agence qui a créé les premières applications mobiles natives dans le milieu du foot. Donc, tu vois, mon tout premier projet en tant que project manager, c'était pour l'AS Monaco. À l'époque, il n'y avait pas d'UX. L'engineering, c'était voilà, les tout débuts. Donc, on faisait les wireframes nous-mêmes côté produit. On testait avec des utilisateurs. On améliorait comme on pouvait, mais ce n'était pas, on va dire, la maturité produit et projet qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, du coup, tout a commencé un petit peu comme ça. J'ai adoré ce milieu-là. J'ai appris la tech, en fait, sur le tas. Pareil pour la gestion de projet, pour le marketing. À l'époque, on faisait tout. Je faisais les campagnes pub, la monétisation, etc. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, c'est un métier qui me plaît. J'ai envie de rester. Disons que c'est aussi un secteur qui avait le vent en poupe. C'était très nouveau, le milieu des applications mobiles. Et en fait, je me suis un peu laissée porter par le vent, par les opportunités. Et petit à petit, on va dire que la vie a fait que je me suis spécialisée dans les médias. Donc, j'ai d'abord commencé par Le Parisien. Ensuite, je suis allée chez The Guardian UK. Mais le fil conducteur de tout ça, ça a toujours été un gros appétit pour le business qui a fait que j'ai travaillé très vite sur des sujets de monétisation. Et donc, comment acquérir des audiences, comment les monétiser et donc comment les conserver. Parce que c'est super. C'est le nerf de la guerre dans les médias en plus. Dans les médias, mais un peu chez tout le monde. Parce qu'en fait, quand tu vois le coût d'acquisition d'un client, que ce soit dans les médias ou dans l'e-commerce, tu as plutôt intérêt à ce que ton client il reste. Il refasse des achats derrière pour pouvoir le rentabiliser et le compter parmi tes clients actifs. Et dans les médias, du coup, j'ai travaillé sur différents modèles qui ont, je pense, une importance pour la conversation d'aujourd'hui. D'abord au Parisien, donc sur un modèle de souscription avec un paywall, donc c'est ce fameux mur que tu rencontres au bout de plusieurs articles qui te dit maintenant tu as consommé assez de contenu gratuit, il est temps de payer pour soutenir le journalisme et puis pour accéder à du contenu de qualité. Donc c'était vraiment les tout débuts, j'arrive même pas à me souvenir, mais je pense que c'était en 2017-2018. Et donc à l'époque, tu vois, c'était très dur de convaincre des journalistes de mettre leur contenu derrière des paywalls, puisque c'est un peu l'inverse à l'origine de l'éthique journalistique.
Et donc, c'est là que tu rencontres je t'interromps une seconde, c'est marrant parce que Victoria me présentait un outil avant qu'on commence l'enregistrement qui s'appelle Granola. Granola AI pour la prise de notes, qui est assez cool. Il se trouve que tu as un ami qui est directeur des ops, hein, c'est ça, mais tu l'utilises au quotidien. Et c'est la première remarque que tu m'as faite, c'est que tu n'as pas bien saisi où était justement le paywall de Granola et que tu devrais peut-être aller proposer tes services ou en tout cas faire cette remarque chez eux. Oui, c'est vrai. Bah, tu sais, les biais professionnels, ils te façonnent dans tes prochains rôles aussi dans ta vie perso. Quand tu testes un site qui ne fonctionne pas, tu t'énerves beaucoup plus vite, je pense, qu'une personne qui ne travaille pas dans ce milieu-là. Mais oui, du coup, pour revenir à ce sujet de paywall, du coup, c'est l'équilibre entre donner suffisamment à un client, lui montrer suffisamment la valeur du produit pour derrière le convaincre de payer. Et je pense que c'est un modèle, on le verra par la suite, qui est transcriptible en fait dans presque tous les business models, dans tous les commerces en fait qui existent, parce que enfin voilà, c'est ton boulot de convaincre et de montrer qu'il y a un intérêt à dépenser chez toi et pas chez un de tes concurrents. Et dans la presse, c'est pareil, il y a des opinions après qui sont influencées par la ligne journalistique, mais dans le fond, c'est est-ce que ce que m'apporte ce journal ou ce média est suffisamment important pour que tous les mois, j'aille débourser entre 5, 10, 20 euros selon le média, en sachant que le climat économique, il est quand même tendu pour tout le monde. Donc voilà, c'est quand même un coût important. Et aussi, on est dans un marché où il y a ce qu'on appelle la subscription fatigue, où tout est sous abonnement. Donc créer cet équilibre entre qu'est-ce que j'achète d'un coup, ce sur quoi je m'abonne, enfin voilà, tout ça, c'est hyper intéressant. C'est drôle, ce matin, je me faisais cette réflexion. Donc, je passe de temps en temps, je sais pas, tous les mois, une demi-heure à me désabonner de tous les emails auxquels on m'a abonné sans le vouloir. Et je fais maintenant pareil sur les subscriptions, sur les abonnements. Bah oui, parce que tu as toujours un mois gratuit. T'en testes, t'avances, voilà. Tout à fait. Et encore, en France, on n'a pas... J'ai plus les chiffres en tête, mais on n'a pas tant d'abonnements que ça en parallèle les uns des autres. Aux States, c'est assez impressionnant. Aux États-Unis, c'est entre, si je te dis pas de bêtises, entre 10 et 20 abonnements par mois par famille. Hein. Et c'est tout. Parce qu'en fait, tu peux t'abonner à une chaîne qui a, sa propre appli payante. Il y a 10 000 médias, etc. Et c'est une société aussi qui consomme différemment. Mais voilà, tout est une subscription. Et d'un point de vue business, oui, c'est normal. En fait, ton client, il va payer X euros par mois. Et au lieu de payer une seule fois, peut-être pour l'année, en fait, il va peut-être rester engagé 5, 10 ans. Donc, t'imagines le recurring revenu que tu vas créer sur ces années pour une entreprise, c'est énorme, quoi. Et un jour, tu arrives chez Back Market. Tout à fait. Donc, je suis arrivée chez Back Market en 2022. Pareil, pour la petite histoire du parcours. Donc, au début, je suis arrivée sur le périmètre du checkout. Donc, qui est vraiment ce qui se passe du moment où tu ajoutes un article à ton panier jusqu'au moment où tu as fini ta transaction, donc tu as payé. Et mon job, c'était optimiser les pixels. Donc, s'assurer que le consommateur, il n'ait aucun frein sur son parcours. S'assurer que tout est optimisé, que le bouton est au bon endroit, que les messages qu'on affiche, ils sont suffisamment rassurants, etc. Et à cette époque, on avait déjà commencé à vendre des assurances dans le panier, et ça avait été testé, si tu veux, donc en mode MVP, comme on dit dans la tech, où voilà, au début on s'est dit on va voir si ça marche, et puis ça marchait quand même pas trop mal, sans lui donner trop d'amour, trop de temps ou d'attention. Et du coup, quand Amandine, notre CPO actuelle, m'a recrutée, elle m'a dit bon, je pense qu'il y a des choses à faire. Donc, commence par le checkout, mais après, voilà, quand tu seras à l'aise, regarde ce qu'on peut faire un petit peu sur les services. Je pense qu'il y a du potentiel. Et là, dans ma tête, au bout de quelques mois, en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris dans les médias allait énormément me servir dans l'e-commerce, parce que, au final, notre travail, c'est d'amener de la valeur pour le consommateur, de bien lui expliquer, de bien le marketer, évidemment, de façon à ce qu'il s'engage. Et s'engager avec une plateforme e-commerce comme Back Market, ça veut dire deux choses. Un, c'est faire confiance au reconditionné, parce que ça va au-delà de la marque et d'une transaction classique. Le reconditionné, ça reste quand même quelque chose de nouveau. Et le deuxième, c'est jusqu'où je peux m'engager. Est-ce que je vais juste acheter un téléphone et puis ne plus jamais revenir ? Est-ce que je vais aussi revendre mon téléphone actuel, donc faire une reprise ? Ou alors, est-ce que je vais prendre une assurance parce que
voilà, mon téléphone, j'y tiens beaucoup, je veux m'assurer que la qualité, elle sera toujours là dans 2 ans. Voilà, donc c'est réussir à placer le curseur sur à quel niveau je suis prêt à m'engager avec la marque. Et nous, en face, du coup, les product managers, de leur proposer ce dont ils ont besoin. Voilà, pour que l'émulsion se produise. Se fasse. Parle-moi un peu de Back Market parce que du coup, on l'a pas présenté. Oui, c'est vrai. On est rentré dans le vif du sujet. Ouais. Donc, Back Market, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une marketplace donc, qui met en relation des vendeurs qui sont aussi souvent des reconditionneurs avec des clients finaux. Donc, nous ne sommes pas propriétaires de notre stock. Hein. Ça, c'est quelque chose parfois les consommateurs n'ont pas vraiment conscience. Et donc, on a été créé en 2014 par... Que des revendeurs pros, des vendeurs particuliers. Que des revendeurs pros. Exactement. Ouais. Back Market, c'est important d'insister, c'est une marketplace professionnelle. Donc, ce n'est pas de la seconde main. Donc, c'est un concept qu'on va un petit peu définir ici. Mais la seconde main, ça veut dire que tu as acheté un téléphone et puis le jour où tu veux plus t'en servir, plutôt que de le stocker dans un tiroir, tu vas aller sur le Bon Coin et tu vas le revendre. Mais tu n'es pas un professionnel. Donc, tu as beau dire, il y a 3 rayures sur l'écran, bah, le téléphone fonctionne, j'ai pas la garantie qu'il fonctionne. Alors que quand tu achètes sur Back Market, tu as la garantie que le reconditionneur, il a inspecté le téléphone. Donc, il y a 25 points d'inspection. Il a remplacé ou réparé toutes les pièces qui n'étaient pas dans un état très, très satisfaisant, voire comme neuf. Et qui l'a aussi, ce qu'on appelle gradé chez nous. Donc, en fait, donner un niveau de qualité qui permette au consommateur de dire est-ce que je veux quelque chose comme neuf ? Est-ce que je veux quelque chose qui a eu quelques rayures parce que c'est moins cher, mais ça n'a pas d'importance puisqu'à l'intérieur, la qualité est la même. Et en fait, c'est ça quand tu achètes sur Back Market. Tu achètes l'expertise professionnelle, tu achètes la garantie commerciale de 12 mois, la livraison gratuite à domicile et un impact positif sur l'environnement aussi, bien évidemment. Ok. Tu nous donnes quelques chiffres sur la société ? Oui, tout à fait. Alors, Back Market en France, on a 75% de part de marché sur le reconditionné. Donc, en gros, 75%. 75%, 3 sur 4 reconditionnés sont vendus sur Back Market. Exactement. Okay. Et ensuite, j'ai un chiffre, je pense, même encore plus impressionnant. Si tu prends tous les smartphones vendus en France aujourd'hui, neufs et reconditionnés ensemble, on a 28% de part de marché. Donc, un téléphone sur 3 en France est vendu par Back Market. Et il n'y a pas de neuf sur Back Market ? Ah non, non. Jamais. C'est contre la nature et la promesse. Tout à fait. Et on achète tous Back Market nous-mêmes, employés, évidemment. Mais, un téléphone sur 3 en France est vendu sur Back Market. Exactement. Okay. Et ça se reflète aussi dans... Donc, un téléphone sur 3 au moins est reconditionné. Vendu reconditionné. Oui, c'est une façon de... Ouais. Exactement. De c'est lire bien, la c'est donnée. intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Combien de téléphones reconditionnés sont vendus chaque année en France ? Alors ça, je n'ai pas le chiffre sous les yeux. Ouais. Mais un téléphone sur 3 au moins, donc on imagine un peu plus. Si vous avez 75% de toute façon du marché du reconditionné, on va faire ce petit produit en croix, mais ça veut dire que 40-45% des produits, des téléphones en France, chaque année, sont vendus reconditionnés. C'est pas mal. Oui, c'est sûr. J'ai fait de tête. Hein. Vous allez être des centaines au moins à m'envoyer des messages LinkedIn. J'acquiesce sans avoir calculé moi-même. Mais dans tous les cas, c'est des parts de marché qui ne font que grandir tous les ans. On a aussi des chiffres qui sont hyper encourageants encore cette année. Donc, en France, on a aussi 75% de ce qu'on appelle de notoriété. Donc, en gros, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu parles de Back Market, il y a 75% des gens qui vont être capables de t'identifier et qui savent qui tu es, ce que tu fais, etc. Donc, on a moins besoin de convaincre sur ce marché sur pourquoi acheter du reconditionné, qui est Back Market, etc. C'est pas forcément le cas sur d'autres marchés moins matures. On s'en parlera un petit peu après aussi des États-Unis où je prends aussi un extrême volontairement, mais en France, l'écologie, la responsabilité environnementale, c'est quand même quelque chose d'assez présent dans notre culture, dans notre politique. C'est pas le cas aux États-Unis et ça se ressent énormément dans les usages. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de marché du reconditionné. Il y a de la seconde main, mais pas de reconditionné. Et donc, sur ce marché-là, on est plutôt pionniers et c'est nous qui essayons en fait de créer ce twist sur le marché. Donc, l'enjeu n'est pas le même. Ok, intéressant. Tu parles de l'international. Quel est le poids de l'international chez Back Market ? Disons que la France représente un poids très fort dans le mix des pays, mais je ne pense pas que je puisse partager le pourcentage exact. Une vingtaine de pays, c'est ça ?
On est À présent date. dans 17 pays. Ok. Ouais, c'est ça. 18 pays, pardon. 18 pays. 18 pays. On est 700 collaborateurs environ. On est répartis. Donc, tu as, on va dire, les 2 sièges principaux qui sont en France avec Paris et Bordeaux. On a aussi une grosse antenne maintenant à Barcelone, des petits bureaux à Berlin. Et ensuite, on a 2 gros pôles, un à New York et un à Tokyo, pour l'implantation géographique et culturelle. Parce que, tu vois, ce qui a fait le succès de la France, c'est le fait que on soit français, qu'on sache parler une audience qui nous ressemble. On a les codes culturels, etc. Quand on a essayé de s'implanter aux États-Unis avec nos petites blagues françaises traduites en anglais, c'était un peu flip-flop au début, exactement. Donc, l'importance d'avoir des équipes locales qui comprennent parfaitement leur environnement pour créer une expérience. Alors, nous, on parle de glocaliser dans le sens où on ne va pas faire un site différent par pays. Donc, tu as quand même un socle commun dans l'ensemble des marchés. Mais on va quand même amener une touche de localisation dans chacun des pays pour qu'un Américain qui est sur notre page produit, notre checkout, ils se disent « Ok, c'est un site américain, c'est legit, c'est pas des Français qui essayent de juste de nous séduire. » quoi. Vous avez commencé par les téléphones portables, si je dis pas de bêtises. Maintenant, il y a une petite dizaine de catégories, toujours dans l'électronique. Oui, tout à fait. Électroménager aussi ? Oui, on a électronique, électroménager. Bon, aujourd'hui, nos plus grosses catégories, quand même, au-delà du smartphone, c'est tablette, laptop, les watch. Ça marche très bien. Okay. Et là, depuis peu, on a eu des partenariats très forts avec des marques comme Ninja, par exemple, sur le Air Fryer, qui est un produit très à la mode sur les réseaux sociaux, qui nous permettent d'accélérer ce que nous, on appelle la diversification. Donc, que le reconditionné, ce soit pas juste le téléphone, parce que chez toi, tu as probablement une quinzaine d'appareils électroménagers. Tu les as probablement achetés neufs chez Darty ou chez Fnac, je sais pas. Alors que tu aurais pu les acheter reconditionnés chez Back Market. Voilà. Alors, j'en ai acheté chez Back Market. J'en ai acheté à la concurrence aussi, d'ailleurs, je devrais pas le dire. Mais beaucoup, évidemment, ont acheté neuf. Et c'est vrai que c'est un marché qui bouge beaucoup, dont je veux bien que tu me parles. Des tendances de fond, des mouvances, des tectoniques. Tout à fait. Alors en fait, si on revient un petit peu à ce qu'on a vécu au tout début de Back Market et ce qu'on vit encore aux États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un vrai travail d'éducation sur ce qu'est le reconditionné. Et donc le fait que ce soit pas de la seconde main, qu'il y ait vraiment des professionnels derrière qui sont très investis dans la qualité, que Back Market ait mis en place d'ailleurs des normes qualité, des chartes qualité qui font que les consommateurs sont contents des produits, qu'ils en parlent positivement sur les réseaux, etc. Il y a aussi la notion de perception de valeur. L'iPhone, c'est un produit de luxe. Il a été pendant de nombreuses années normalisé parce que tout le monde d'un coup s'est mis à avoir un iPhone, même si ça coûtait plus de 1 000 €, parce que les opérateurs téléphoniques l'ont rendu très accessible. Il y a eu les notions de crédit aussi. Tout le monde d'un seul coup s'est équipé avec les iPhones. Mais il ne faut pas oublier que l'iPhone, c'est un produit de luxe que beaucoup de gens ne peuvent pas se payer. Et le reconditionner, et je cite l'iPhone, mais évidemment, il y a plein d'autres marques et plein d'autres modèles. Le reconditionner, ça vient casser, on va dire, ces barrières d'accès au numérique. Ça vient donner accès à tout le monde alors on parlait de téléphone, mais pareil, d'un étudiant qui peut s'acheter un ordinateur sur Back Market parce qu'il n'a pas forcément le budget pour un neuf, et pour autant, les fonctionnalités qu'il va utiliser, elles seront tout aussi qualitatives que sur un terminal neuf. Donc il y a vraiment le travail de cette perception de valeur entre un produit neuf, un produit reconditionné, et comment Back Market arrive à rassurer sur cette perception-là. Pour ça, donc tout à l'heure je parlais du poids de la qualité chez nous, de la charte, etc. Mais on a aussi développé notre propre algorithme qui s'appelle la Backbox, c'est pas un grand secret, qui vient en fait mettre en corrélation, on va dire, plusieurs critères. Donc c'est le poids de la qualité, c'est le prix, c'est l'étendue de la gamme, les stocks, etc. Et en fait, cette compétition qu'on crée entre les marchands, elle vient assurer au consommateur final qu'on va lui proposer la meilleure offre de produits reconditionnés sur le marché. Et c'est en ça qu'on se différencie vraiment d'autres marketplaces que je ne vais pas forcément citer là, mais qui ont tendance à avoir des qualités qui sont bien en dessous des nôtres. Il y a un enjeu important sur la réassurance client dont tu parles, du choix des partenaires et de la notation des partenaires,
validation de la qualité des partenaires? Oui, tout à fait. À chaque fois qu'un marchand vient s'onboarder sur Back Market, il doit passer un ensemble de... Une batterie de test. Une batterie de test, exactement. Ils sont contrôlés très souvent. On fait des centaines de commandes mystères tous les mois dans notre labo à Bordeaux et celui qu'on a à New York aussi pour inspecter toutes les commandes. Et quand tu es nouveau marchand sur Back Market, c'est assez fréquent. Mais donc, c'est des commandes mystères? Oui. Back Market commande comme si c'était un consommateur final pour tout à voir... fait. OK. Et on a des machines absolument extraordinaires qui testent absolument plein de choses, la qualité de la batterie. Donc, tu vois, elle peut faire tourner... Pardon. Non, je t'en prie. Je t'ai coupé la parole, c'est à toi de continuer. Non, mais des batteries de test, par exemple, tu as une machine où tu peux laisser ton téléphone branché, mais tourner en continu pendant, 2-3 jours pour voir à quel point la batterie, tu vois, elle va descendre ou pas, pour s'assurer que la batterie qui est à l'intérieur, elle est de bonne qualité, qu'elle correspond bien aux normes qu'on a fixées, donc super à 85%. Et voilà, mais il y a plein d'autres tests aussi comme ça sur la qualité des pièces. Vous êtes en 3P, mais les produits vont directement du marchand à l'acheteur? Au client. Tout à fait. Donc quand tu commandes sur Back Market, nous on est une interface, exactement comme les Amazon. Et derrière, c'est notre marchand, donc celui avec lequel on travaille, qui va expédier directement au client final. Et le retour, même chemin en arrière. Et pour unifier l'expérience d'un marchand à l'autre, qu'est-ce que vous avez mis en place? Packaging, oui, tout à fait. flyer, j'en sais rien. Tout à fait. On a des services on a des services évidemment d'emballage. On a des services de livraison aussi pour ceux qui n'ont pas forcément les infrastructures logistiques qui le permettent. On va avoir évidemment la plateforme technologique, parce qu'il y a la partie client qui est la partie que tu vois toi quand tu vas sur Back Market, mais ensuite tu as toute la partie marchand qui sont tous les outils qu'on fournit aux marchands pour uploader leur stock, pour gérer leur prix. On leur donne des indicateurs pour qu'ils puissent rester compétitifs. On leur donne aussi des retours qualité. Et un point très très important, chaque marchand, on va dire, doit rejoindre notre programme de Customer Care. Donc, en gros, un client ne parlera jamais en direct avec le marchand. C'est les agents de Back Market qui vont dialoguer en direct avec le client, qui vont adresser ses besoins, résoudre les problèmes si besoin est. Ce qui fait que pour le client, il parle toujours à Back Market, il a toujours le même niveau de qualité, le même niveau de service client. Et derrière, c'est l'agent qui va se charger d'interagir avec le marchand. Ok. Tu peux me communiquer le nombre de marchands? C'est une donnée que vous partagez? Oui, tout à fait. Si je te dis pas de bêtises, il me semble qu'on a 1700 marchands. Mais pour l'ensemble de la plateforme, sur les différentes verticales et catégories? Oui, c'est okay. ça. Avec un accès spécial marchand, évidemment, pour qu'ils puissent uploader leur catalogue. Ce qu'on appelle, nous, les back-office vendeurs. Tout à fait. Et cet algo qui va choisir la meilleure offre pour le client en fonction de plein de critères. J'imagine que l'annotation du vendeur en est une à proximité, le stock. Pour revenir au marché, dans les mouvements de fond, il y a l'impact environnemental qui grandit dans nos consciences de plus en plus. Tout à fait. Je l'imagine. J'imagine que dans la backbox, m'envoyer le produit le plus proche de chez moi, par exemple, est aussi important. Alors, on n'en est pas encore là, parce que les entrepôts, les centres de stockage, ils sont tous un petit peu éparpillés et que tu te doutes que pour avoir du stock, c'est compliqué d'être, par exemple, un Paris intramuros ou... Et puis, on parle souvent de Paris parce que Back Market est une boîte parisienne à la base, mais nos consommateurs, ils sont partout en France et... tu vois, j'ai passé 3 dernières années à vivre à la campagne et je sais ce que ça veut dire dans le sens où t'as pas de magasin à côté, tu dois prendre ta voiture, faire 40 minutes de route pour accéder à quelque chose. Donc, ces marchands-là, ce que je veux dire, c'est que ils sont décentralisés et c'est aussi une force parce que Back Market peut te livrer en 48 heures, que tu sois à la campagne, que tu sois à Paris, peu importe où tu es. Donc, on va pas forcément aller chercher le produit le plus proche de chez toi. On le fera peut-être un jour. On va plutôt chercher qui est-ce qui peut avoir le bon produit pour le client et dans les délais qui correspondent à ce dont le client a besoin aussi. On aborde le sujet du reconditionné et de la seconde vie avec Sylvain Joly, de Recyclivre, dans un épisode assez récent du Panier que je vous invite à écouter, qui était passionnant, dans un univers totalement différent, pas digital, et sur de la seconde main et pas du reconditionné.
Rentrons dans le vif du sujet. Ça fait déjà 25 minutes qu'on se parle. Rentrons dans le vif du sujet. Je t'avais dit que j'étais bavarde. Hein. Très bien. Le pivot strat et comment on passe de l'optimisation du checkout à, au final, cet écosystème de services que vous avez mis en place. Dans un premier temps, pourquoi vous avez fait ce pivot et c'est cet écosystème, à quoi il correspond. Et on terminera, chers auditrices, chers auditeurs, par les enseignements que tu as à nous partager. C'est bien le but du panier, c'est d'apporter des insights forts, applicables pour votre quotidien à vous. Tout à fait. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai rejoint Back Market, donc c'était ce challenge de prendre le checkout, l'optimiser et faire un petit peu la même chose avec les assurances. On a fait un ensemble de tests. D'abord, ça passait on va remonter l'offre d'assurance un peu plus haut dans le panier, on va retirer quelques pixels. Ah, mais tiens, on arrive à faire bouger les métriques. C'est parti, tu vois, de ces petits constats-là et que le Back Market, a décidé de se concentrer sur des Objective and Key Results en 2022 qui étaient d'augmenter la conversion, donc le taux de conversion, mais aussi le Customer Lifetime Value, donc la valeur d'un client projeté sur 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'on se disait, Back Market, c'est une marketplace qui fonctionne, mais si on veut faire de la croissance, il faut qu'on aille chercher de nouveaux clients. Et quand on regardait notre taux de conversion à l'époque, on se disait, en regardant ce que font les autres, on sait qu'on a une marge de manœuvre, on sait qu'on peut faire mieux. Donc pendant cette année-là, on a fait des centaines d'A/B tests et dans l'ensemble des équipes de Back Market. Mais en conversion de nouvelles audiences ou en fidélisation d'audiences existantes, en lifetime value ou en acquise ? Dans les deux. Okay. Donc, par exemple, tu vois, dans le panier, à l'époque, quand tu ajoutais un produit dans ton panier chez Back Market, on te mettait automatiquement dans le panier. On ne te demandait pas si tu voulais continuer ta recherche ou si tu voulais aller juste dans le panier directement. Un peu basique, tu vois, mais le fait de rajouter cette étape et de poser la question au consommateur, en fait, qu'est-ce que tu veux faire ? Parce qu'on n'est pas censé le forcer. On avait gagné, tu vois, un point de CVR. Alors, mesuré via des A/B tests, évidemment. Donc, c'est l'incrémentalité que tu mesures sur... Un point plein ? 1% de CVR, un point exactement pendant ce test-là. Donc, c'était super intéressant parce que c'était simple comme bonjour. Je peux te parler aussi d'un autre test qui nous avait fait sourire et criser à la fois parce que parfois, tu fais des trucs hyper compliqués, tu mets énormément d'énergie pour réussir à aller chercher de l'incrément. Et puis, il y avait notre équipe, du coup, qui s'occupait des contents et des reviews des clients, qui avait changé la couleur des étoiles. Donc, tu sais, quand tu fais un ratings de Back Market, les étoiles étaient jaunes, on les a passées en noir et on avait eu à l'époque 3% de conversion. Donc, quand tu vois les volumes de vente qu'on fait, 3%, c'est très, très, très beau. Et donc, voilà, c'était une très belle victoire et en même temps frustrante de dire, comme quoi, parfois, il faut arrêter de vouloir réinventer la roue. Il faut faire des choses simples et efficaces qui parlent à tout le monde. Et c'est comme ça que bout à bout, à la fin de l'année, on avait réussi à atteindre du coup notre objectif d'incrément de conversion. J'ai plus le chiffre en tête pour être honnête. Et à côté de ça, du coup, on se parlait de la lifetime value. C'est que quand tu vois le coût d'acquisition d'un client, que ce soit en marketing, en effort tech, en fait, juste pour optimiser ta conversion, ton funnel de conversion sur le site, il faut les garder, ces clients. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est il faut faire des tests et mesurer aussi avec des formules mathématiques quelle serait la projection dans le temps et combien ce client nous rapporterait, tu vois, s'il restait avec nous. Donc, par exemple, targeter des audiences qui existaient déjà, donc qui avaient déjà acheté sur Back Market, essayer de leur revendre un deuxième produit, par exemple. Augmenter la valeur du panier moyen, commencer à rajouter des services, parce qu'un client qui a acheté un téléphone, mais qui achète aussi une assurance, il va rester plus longtemps engagé avec ta marque, puisqu'il va vouloir utiliser son service d'assurance à un moment donné. Et c'est comme ça que petit à petit, on a amélioré les pixels et on a eu aussi des signaux forts qui nous ont fait réaliser que, en fait, il fallait qu'on diversifie notre offre au-delà du reconditionné sur du service pour aller amener de la rétention, donc garder les clients plus longtemps, mais aussi aller en chercher de nouveaux. Et transition faite un petit peu sur le sujet, ce qu'on a pu voir, tu vois, dans certains tests qu'on a fait, c'est que le fait d'offrir une assurance, ça augmente pas seulement le revenu parce que tu vends des choses en plus, ça peut augmenter la conversion. C'est un facteur de réassurance. En France, c'est moins le cas. Mais aux États-Unis, vu qu'ils ne connaissent pas le reconditionné et que ça peut leur faire peur, le fait de se dire « mais de toute façon, j'ai une assurance, je suis couvert »,
en fait, ça enlève une barrière psychologique qui ensuite encourage à l'achat. C'est hyper intéressant. Je l'avais pas vu comme ça. Je l'avais pas vu comme un frein non plus, mais pas un facilitateur. Et c'est marrant ce que tu dis sur le reconditionné parce que, et du coup, je suis en train de regarder. Moi, le reconditionné, le plus vieux qui me vient en tête, c'est Apple. Sur le site Apple, il y avait produits reconditionnés. Il y a toujours eu. Je me demandais si c'était le cas aux États-Unis. Ils ont sûrement Certified Refurbished. Ouais, ils ont le Certified Refurbished. Après, c'est très cher. Hein. C'est pas. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'était plus parce que Apple est un standard aux États-Unis. Je me demandais, tu dis qu'ils ont moins cette notion du reconditionné. Ah, mais ils l'ont pas du tout. Ouais. Ils l'ont vraiment pas du tout. Donc l'assurance comme facteur de réassurance qui permet d'augmenter ton taux de conversion. Okay. Donc un ensemble de petits tests, c'est intéressant parce que je reprends un tout petit peu de hauteur sur un post comme le tien. Ton optimisation de CRO, il y a 2 fois optimisation. Donc la CRO, c'est c'est pas un centre de coût, c'est un centre de revenus en fait. C'est comment est-ce qu'à partir de l'existant, je vais arriver à faire plus. Exactement. Sans dépenser plus en haut de funnel ou en bas de funnel d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. C'est ça. Et c'est aussi, en fait, la base du métier d'un product manager, c'est de se mettre à la place du client, d'avoir de l'empathie, de comprendre ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Donc, ça, en soi, je veux dire, c'est pas nouveau. Ce qui est différent, on va dire, avec ce qu'on fait dans notre équipe, c'est qu'on doit imaginer ce dont ils ont besoin, mais qui n'existe pas déjà, en sachant que tu crées une toute nouvelle proposition de valeur. Donc, c'est pas seulement se dire, si on reprend l'exemple des médias, ah bah tiens, il aurait besoin d'une fonction favori parce qu'il y a des articles qu'il va vouloir relire plus tard. Donc, c'est une fonctionnalité. Nous, on doit imaginer que potentiellement, il vaudrait une offre d'assurance qui soit pas seulement basée sur de la casse, mais qui potentiellement inclurait du remplacement de batterie, puisque la batterie sur le reconditionné, c'est une des principales craintes qu'ont les gens. Donc, c'est développer des programmes qui ont tout un écosystème avec eux pour adresser leurs besoins et que pour potentiellement, ils viennent acheter chez nous. Tu vois, c'est vraiment nouvelle proposition de valeur, nouvelle offre, avec toujours un pan d'abord user research, donc d'abord faire on va dire l'analyse marché, des user interviews, etc. Et après du test en fait sur notre plateforme pour mesurer l'appétence dans le vrai monde ou quand tu es confronté vraiment à ce choix de est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais pas acheter, qu'est-ce que je vais rajouter ou enlever de mon panier pour arriver au prix psychologique que j'avais défini. Avec cet enjeu de faire sauter les barrières que peut avoir un conso en se rendant sur une fiche produit, qui sont quoi ? Le prix, la qualité ? Le prix, c'est la considération numéro 1. Ensuite, tu as la batterie, barrière à l'achat. Mais dans le cadre du reconditionné, tu vas avoir 1, c'est le prix, 2, la qualité, et 3, c'est l'impact environnemental. Et dans la qualité, la crainte numéro 1, c'est la qualité de la batterie, parce que on le voit sur nos terminaux, hein, même quand tu les achètes neufs, les batteries de ton iPhone ou ton Samsung, au bout de quelques années, elles commencent à rendre là, mais très souvent, tu changes de téléphone pour ça. Chose que j'ai appris en rejoignant Back Market, tu peux remplacer ta batterie, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un nouveau téléphone et tu te rajoutes 2-3 ans de durée de vie sur ton terminal, donc ça vaut le coup. Je jette un coup d'œil en coin au téléphone de Victoria. J'ai un iPhone XR qui date de 2018. Donc, tu vois, je suis le bon exemple de Back Market. Ok. Donc, pardon. Non, je t'en prie. Vous attaquez la CRO d'abord par l'optimisation des parcours, des pages, de l'A/B testing, énormément d'A/B testing, pour réaliser finalement qu'il faut aller un peu plus loin. Exactement, qu'il faut aller plus loin. Et donc, on fait souvent des exercices qu'on appelle de vision chez Back Market. Donc, c'est se poser, regarder toutes les informations, les données qu'on a en main, notre historique, et se dire, OK, où est-ce qu'on veut être dans 3 ans ? Et honnêtement, c'est un exercice qui est très difficile parce que personne n'a de boule de cristal, personne ne sait où est-ce qu'on sera dans 3 ans. Donc, ça exige de rêver, d'enlever toutes les barrières qu'on peut avoir, qui sont d'ailleurs très souvent techniques dans nos métiers, et d'imaginer le futur. Et nous, quand on a écrit la vision des services, puisqu'on les fait par verticale chez Back Market, on s'est dit que la mission en fait de nos équipes, c'était d'augmenter la valeur perçue du reconditionné. En fait, on veut pas être moins cher que les autres, on veut offrir plus pour le même prix potentiellement.
Donc, j'avais mis dans ma vision, tu vois, cet exemple, par exemple, aux États-Unis, quand tu es sur la fiche produit d'un iPhone 15, mettons, sur l'Apple Store, tu vas voir le prix de ton iPhone 9 avec du paiement plusieurs fois, etc. Et nous, pour moins cher que ça, on était capable de te vendre un téléphone avec le même niveau de qualité, certes reconditionné, mais même niveau de qualité, une batterie et même la capacité de revendre ton terminal dans 2 ans avec une valeur résiduelle qui allait être super haute et donc qui allait te permettre potentiellement de rechanger de téléphone si c'est ton souhait. Donc, montrer qu'en fait, avec le reconditionné, tu n'as pas moins, mais tu as plus. Pour moi. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on s'est dit. Parfait, ça fera un super reel, ça, un reel pour les réseaux. Ouais, oui, peut-être, pourquoi pas. On a un influenceur qui avait fait un super contenu là-dessus, alors plutôt sur les forfaits mobiles, donc on pourra s'en reparler après, mais qui expliquait que sur Back Market, tu peux ajouter, soustraire, etc. et qu'à la fin, tu économises toujours. Et je trouve que c'était intéressant. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu pousses le circuit et la circularité des produits, mais du coup tu réorientes quelqu'un qui veut revendre son téléphone, et je viens de faire le test là avec la friteuse Ninja, enfin pas la friteuse, le air fryer justement, oui. Ninja. J'ai pas de place dans ma cuisine, mais j'en ai tellement envie. Moi je cuisine, il y a que moi qui cuisine à la maison d'ailleurs, elle m'écoute pas, donc elle pourra pas me critiquer d'avoir dit ça. Il y a que moi qui cuisine, j'adorerais un air fryer, mais pas de place, plus de place dans la cuisine. Et oui, on n'a pas toujours beaucoup de place, mais c'est vrai que moi j'ai pas testé personnellement, mais ça a beaucoup de succès parce que quand t'as pas très envie de cuisiner, c'est la facilité apparemment. Bref, je l'ajoute au panier et effectivement on me propose de revendre mon ancien ou un autre, le cas échéant. Mais du coup là, tu alimentes un autre circuit et tu me renvoies vers un marchand qui reconditionne. Tu veux dire quand tu fais une reprise chez Back Market? Oui, tout à fait. En fait, ce qui va se passer, pareil, là où on fait la proposition de valeur inverse, une marketplace dans la marketplace, tu vas remplir 5 questions sur quel est le modèle que tu veux revendre, quelle est la qualité, enfin vraiment des questions hyper basiques auxquelles tout le monde peut répondre, et on te donne une estimation en temps réel. Donc, la différence avec le Bon Coin, c'est que le Bon Coin, tu vas mettre le prix que tu veux, c'est pas forcément le prix auquel tu vas le vendre. Là, on te donne un prix, à moins que tu aies menti sur sa description ou que tu te sois trompé involontairement. Le prix qu'on t'a proposé, c'est le prix que tu vas recevoir. Tu vas le recevoir par virement bancaire. Tu n'auras pas besoin de débattre avec un inconnu qui va te demander d'aller traverser Paris pour lui déposer ton téléphone. Et en plus de ça, donc, vu que tu vas recevoir l'argent sur ton compte juste après, l'avantage, c'est que tu peux commander ton nouveau téléphone aujourd'hui, attendre de le recevoir et ensuite envoyer celui que tu as revendu à Back Market et donc ne pas te retrouver sans téléphone dans les mains. Tout à fait. Exactement, avec un service qui est vraiment de qualité. Et donc, c'est ce même marchand qui, derrière, va reprendre ton téléphone, le nettoyer, l'inspecter, le réparer, reconditionner si c'est nécessaire et ensuite le revendre à moi peut-être. Voilà. Donc pour revenir à l'évolution, enfin à ce pivot strat et à l'ajout de services, le premier objectif dont tu étais en train de me parler, c'est d'augmenter la valeur perçue. Tout à fait. Vendre plus pour moins cher avec plus de... Tu l'as dit mieux que moi. Oui. Il y a d'autres objectifs Alors, donc il y a ce premier point donc, que j'évoquais pour aller conquérir de nouvelles audiences qui n'auraient pas acheté du reconditionné sans. Donc là, on s'est parlé beaucoup des assurances, mais il y a un autre pilier stratégique dans nos services qui sont les télécoms. Donc vous l'avez peut-être vu passer, on a un partenariat depuis bientôt 2 ans avec Bouygues Télécom qui permet à toute personne qui achète un smartphone sur Back Market et qui souscrit à un forfait Bouygues dans le même temps, de bénéficier jusqu'à 150 € de réduction immédiate sur leur téléphone. Donc, je te fais le parcours rapide. Tu es sur la page produit, tu scrolles pour configurer tes petites options sur ton téléphone. Et là, on te dit, OK, tu t'apprêtes à acheter l'iPhone 15, mettons, pour 500 €. Tu sais que si tu prends un forfait Bouygues sans engagement à 9,99 €, tu as 20 € de réduction immédiate. Pas mal, mais quand tu regardes l'offre du dessous, pour 19,99 € par mois, avec un engagement de 2 ans, on t'offre 150 € de réduction. Donc 150 € sur un terminal à 500, c'est plutôt alléchant. Tu ressors avec 350. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens, du coup, s'upgrade. Donc, ils prennent un modèle plus récent ou avec des options un petit peu plus performantes, plus de stockage, etc. Donc, c'est ça, ce fameux tu as plus pour moins quand tu achètes du reconditionné. Et c'est avec des partenariats forts comme ça qu'on est capable aussi d'avoir une proposition de valeur qui est unique sur le marché parce qu'on prend le meilleur des deux mondes. Le meilleur de la connectivité,
le meilleur du reconditionné au travers d'une expérience qui est franchement simple et fluide, puisque je l'ai bien testé de mon côté, et avec aussi des expériences où tu vas continuer de gérer ton terminal et tout ce qu'il y a à ton terminal sur Back Market, et tu vas ensuite aller sur Bouygues Télécom pour gérer ton forfait comme tu le ferais si tu avais acheté ton forfait en boutique. Donc, quand on pense service, on pense à la fois à ce qu'on peut acheter parfois comme on va dire un petit paquet de chips à la caisse, ce petit truc en plus, bon, peace of mind, je veux être sûr que si mon téléphone se casse, je puisse le réparer. Des programmes un petit peu plus engageants qui sont des abonnements que tu peux prendre sur plusieurs années avec de la réparation illimitée, du remplacement de batterie, etc. Donc, très compétitif par rapport à l'Apple Care Plus, par exemple, si on voulait se comparer. Et après, un pilier plutôt télécom qui est aller là où nos consommateurs sont, puisqu'il y a quand même en France encore 25% des consommateurs qui achètent leur téléphone avec un forfait couplé. Donc, ces 25%-là, si tu n'as pas cette proposition sur ton site, ils ne viendront pas acheter sur Back Market. Donc, c'est là où je te disais, on va faire de l'optimisation de la conversion. On va aller chercher ce que nous on appelle du TAM, donc du Total Addressable Market, une cible, en fait, une audience cible qui n'aurait pas acheté sur Back Market et qui, là, va venir parce que tu as cette proposition-là. Et après, la rétention, on va dire, elle coule un petit peu de source parce qu'à partir du moment où la qualité est au rendez-vous, que ce soit sur ton produit ou ton service, le client, il va revenir. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup, beaucoup d'énergie et d'investissement sur la qualité sous toutes ses formes chez Back Market. Je vais te poser la question un peu plus tôt, mais avec des cycles qui sont quand même assez longs. Parce que tu m'as dit qu'on calcule la LTV sur 2 ans, si je dis pas de bêtises. Il y a plein de... On va dire, le standard du marché, c'est 2 ans, enfin, c'est 2 à 5 ans. En fait, ça dépend un petit peu des entreprises. Le changement de téléphone, c'est ça ? Ah non, pardon. Le changement de téléphone en France, si je te dis pas de bêtises... C'était là où je voulais t'amener, ouais. Oui, pardon. En France, si je te dis pas de bêtises, c'est tous les 24 mois en moyenne. Attends, j'ai un doute entre 18 à 24 mois. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et nous, on cherche pas à encourager l'accélération de ces cycles. Parce qu'on est une plateforme circulaire. Donc, ce qu'on veut être sûr, c'est que le jour où tu veux t'upgrader, tu rachètes du reconditionné. Donc, on sera là. Tu vois, ça, c'est important de planter la graine. Par contre, on ne va pas t'encourager à upgrader dans 6 mois parce que ce serait contraire aux valeurs qu'on a, qui sont que on n'est pas là pour encourager la surconsommation, on est là pour amener de l'éthique là-dedans. Compris. Total Addressable Market. Et tu me parlais quand on préparait l'épisode de nouvelles audiences aussi que vous voulez exploiter, les Refab Curious, le Chief Family Officer. Oui, exactement. Donc le Refab Curious, c'est ce consommateur qui s'est déjà posé la question du reconditionné, mais qui met encore quelques réserves et qui a besoin d'être convaincu. Et pour ça, une offre aussi alléchante que celle qu'on a pu créer avec Bouygues, ça peut être un moteur, tu vois, pour les convaincre. Tout comme quelqu'un qui a plutôt une crainte liée à la qualité, qui, elle, va plutôt être amenée à se dire « Ah bah tiens, je prends cette assurance, en fait, c'est que 3,99 € par mois. Et en fait, je sais que peu importe ce qui m'arrive, je pourrais acheter. » Ensuite, je serai couvert, pardon. Ouais. Et l'autre point, plutôt sur les CFO, donc les CFO, c'est Chief Family Officer, donc c'est cette personne dans la famille que nous, on identifie souvent comme la maman, qui, en fait, se charge d'acheter les terminaux pour ses enfants, mais aussi pour ses parents sur Back Market et qui revend aussi. Et donc, cette personne-là, elle va en général quand même avoir un profil plutôt budget-friendly, donc qui va vouloir faire attention à ses dépenses. Et là encore, super important donc d'avoir des services qui vont l'accompagner là-dessus. Donc, pour les jeunes, avoir des assurances qui sont vraiment pas chères et anti-casse, parce qu'on le sait, les ados cassent tous leur téléphone. Et pour, pareil, un jeune ou un parent, être capable d'avoir 150 € de réduction sur un terminal qui en valait peut-être que 300 au départ, ça rend quand même le smartphone beaucoup plus accessible que ce qu'il est aujourd'hui si tu te compares avec le neuf. Compris. Je reprends de la hauteur. On a vu pourquoi cette stratégie de service... Enfin, quels sont les objectifs de cette stratégie de service ? Pourquoi est-ce que vous la lancez ? Pourquoi ce pivot ? Je veux bien que tu me décrives maintenant un peu plus en détail ces différents niveaux de services que vous avez mis en place. Tout à fait.
Alors, on l'a un petit peu évoqué, on vient de l'évoquer en partie avec les assurances. Donc, aujourd'hui, dans les assurances, ce qu'on inclut, c'est principalement donc, de la protection casse. On va avoir également du remplacement de batterie. On va avoir excusez-moi, des offres de réparation illimitée. Pardon, petit souci de caméra. Oui, non, celle-ci. Je me suis laissée déconcentrer. Ouais. Donc, je répète, je reprends mes esprits. Extension de garantie commerciale, donc de passer de 12 à 24 mois. Du remplacement de batterie si le cycle passe en dessous de 80%. On va avoir de la réparation à la demande ou bien en forme d'abonnement. Et après, on a nos offres, on va dire packagées, qui peuvent inclure un petit peu l'ensemble de ces services en une seule offre, sous la forme d'un abonnement. Et comme je le disais, on a des abonnements qui commencent à 3,99 € par mois et qui peuvent couvrir un terminal jusqu'à 5 ans. Donc, on est sur de la réassurance maximum pour les Refurb Curious ou les Refurb Confident, donc ceux qui sont déjà consommateurs. Cette histoire de cycle de batterie, ça c'est en utilisation du téléphone, une fois que je suis client et que je réalise que c'est pas lors des tests. Non, c'est pas ça. C'est que, tu sais, alors je sais pas si tu as déjà regardé, parce que une fois de plus, moi, avant de travailler chez Back Market, j'avais jamais regardé. Quand tu vas dans les réglages de ton téléphone, tu peux voir l'état de santé de ta batterie. Donc, ça veut pas dire combien de batterie te reste aujourd'hui, mais quel est l'état de santé de ta batterie. Et donc, il y a un standard qualité chez Back Market, c'est que si tu veux vendre, il faut que la qualité de ta batterie, elle soit supérieure à 85%. Ce qui est en soi très haut et qui fait que tu vas pas charger ton téléphone très fréquemment. Et étant donné que c'est une crainte, aussi bien sur le neuf que le reconditionné, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était intéressant de proposer à nos clients la possibilité de remplacer leur batterie lorsqu'elle vient à chuter en dessous de 80% ou plus bas. Tu vois, moi, je suis à 75%, il marche très, très bien, mon téléphone. De façon à ce que, au lieu de jeter leur téléphone et de passer à un autre, tout simplement, on les accompagne dans le remplacement de la batterie. D'accord, oui, pardon. Pour allonger la durée de vie du produit. Et donc le faire revenir et le faire potentiellement acheter ce service en plus. Et c'est comme ça que tu allonges son panier moyen sur sa durée de vie, quoi. Exactement. Ok. Donc voilà, pour les assurances, pour ce qui est partenariat télécom, j'ai déjà évoqué Bouygues et c'est vrai que il y a pas mal d'articles dans la presse en ce moment, mais on a les mêmes problématiques aux États-Unis. Enfin, on a des problématiques au contraire assez différentes, mais on a les mêmes ambitions aux États-Unis. Alors juste avant, dis-moi, bien sûr. Ouais, les usages aux États-Unis sont les mêmes. Tu me dis qu'en France, encore 25% des gens achètent leur téléphone avec leur abonnement. Oui, aux US, c'est 75%. Téléphone plus abonnement. Tout à fait. 75% des gens ça me achètent... semble antédiluvien, ça me semble... Tout à fait. En fait, les États-Unis sont très en retard par rapport à la France, pour une fois. Donc, en gros, tu as 75% des consos qui achètent via leur opérateur et 50% de ces gens-là qui achètent via le monde physique. Donc, ça veut dire que tu as encore 50% de ces 75 qui vont, marcher dans leur petite boutique de quartier pour aller prendre leur abo avec le forfait et le téléphone. Pourquoi ? C'est que, en fait, les opérateurs téléphoniques, ils ont ce discours de si tu prends un forfait chez eux, ils t'offrent le téléphone. Alors, ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est que tu ne vas pas le payer aujourd'hui. Tu n'as $0 à mettre sur la table aujourd'hui. Mais en fait, le prix de ton téléphone, il va être lissé et il va être lissé sur 36 mois. Parce qu'aux US, on est sur des forfaits avec des engagements, des téléphones SIM bloqués pendant 24 à 36 mois. Et une donnée importante à avoir en tête, c'est qu'aux US, un forfait téléphonique, c'est $75 par mois. Tu peux avoir moins cher, évidemment, mais $75, c'est un prix normal. Ouais. Voilà, quand nous... hors de prix par rapport à ce à quoi on a été habitué. Pour nous, les Français qui ont vécu la révolution free. Tout à fait. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, tu vois, toujours dans cette démarche de... Il faut aller chercher une nouvelle audience, il faut éduquer aussi au reconditionné. Donc là, quand même, double combat, parce que les US, c'est pas la France. Une fois de plus, ils ne connaissent pas le reconditionné et ils ne voient pas l'intérêt de ne pas acheter quelque chose de neuf, parce que c'est statutaire, le neuf et le dernier iPhone, etc. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est il faut les éduquer, leur dire qu'ils peuvent arrêter d'être enfermés dans ces relations toxiques avec leur opérateur, qu'ils les loquent pendant 3 ans,
qui leur donne l'impression d'avoir un téléphone gratuit, mais qui paye en fait largement au-dessus du prix public de départ. Et ce qu'on veut, c'est leur proposer du coup un téléphone déjà moins cher quand on se compare au neuf, mais aussi des services qui sont adaptés pour créer cette liberté. Donc, je ne sais pas si ça te parle, tu as les forfaits, on va dire... comparateur ou Alors, on peut faire un peu de... On étudie potentiellement de faire, peut-être pas un comparateur, mais de la curation. Donc, sélectionner les meilleurs forfaits mobiles pour toi sans engagement. Donc, ça s'appelle les forfaits prépayés aux US. Tu payes pour les 30 prochains jours et tu n'as pas d'engagement. Ce qui fait que, OK, tu dois payer ton téléphone aujourd'hui, mais tu vas le payer que $300. Et ton forfait, tu vas le payer que $40 par mois. Donc, quand tu fais ton calcul projeté sur 2 ans, tu as économisé $1 500, $2 500, ce qui est quand même pas négligeable, quelle que soit ta bourse. Et tu vois, c'est en ça que les services sont très importants. C'est que sans les services, tu as une proposition de valeur qui est plus difficile à exprimer, plus difficile à convaincre, parce qu'une fois de plus, le reconditionné n'a pas pénétré le marché comme c'est le cas en France. Donc, on espère que cette offre de forfait mobile, les partenariats qu'on est en train d'établir et qu'on a déjà avec, par exemple, Visible by Verizon, on a aussi Google Wireless, on travaille avec de plus en plus de marques aux US. On espère que voilà, ça va donner de la légitimité au reconditionné et ça va encourager au switch du neuf vers le reconditionné. Compris. D'autres niveaux dans les services? Je réfléchis. Il y a pas mal de choses dans les tiroirs aussi, mais là, peut-être pour le temps qui nous reste, je pense que c'est les 2 piliers les plus forts. La réparation, on en a parlé un petit peu dans le cadre des offres d'assurance, mais la réparation, pour le coup, c'est un point très fort aux États-Unis. Les consommateurs n'hésitent pas à aller dans une boutique pour aller faire réparer leur téléphone. Donc, autant il n'y a pas cette culture du reconditionné, autant se tourner vers la réparation, le nettoyage instantané quand tu passes devant une boutique. Pourquoi pas? Donc, on se dit que c'est quelque chose qu'on va vouloir tester. Et oui, peut-être un dernier mot là-dessus. Là, en début octobre, on a ouvert un pop-up store à New York. J'allais te poser la question. Okay. Voilà, donc sur Broadway, donc c'est une très très belle adresse. C'est quelque chose dont je pense qu'on peut être très fier en tant qu'entreprise. On n'est pas des retailers, donc pour nous ça a été un énorme challenge que d'ouvrir une boutique physique sans avoir de stock à la base, puisqu'on n'est pas propriétaire de notre stock. Donc on a utilisé la technologie, les métiers du web, on va dire, pour créer une expérience d'achat online dans le monde physique. C'est un peu compliqué et pas forcément, je pense hyper intéressant pour l'audience, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a lancé ce pop-up avant tout pour apprendre, pour engager des vraies conversations en fait avec des clients qui parfois passent de façon très curieuse dans la rue, d'autres qui se sont dit « Attends, mais j'ai vu qu'ils avaient un pop-up, faut absolument que j'aille voir ça de mes propres yeux. » Et il y a la queue le matin quand on ouvre la boutique. Enfin, il y a vraiment un énorme engouement. Les feedbacks qu'on a, c'est que les gens sont très impressionnés. Ils ne voient pas la différence en fait, entre le neuf et le reconditionné quand ils touchent les produits dans leurs mains. Ils sont très intéressés par toutes les catégories qu'on a et pas seulement par les smartphones. Donc, tu vois, on se dit peut-être qu'en fait, il faut qu'on attaque ce marché plutôt avec la diversification plutôt que le smartphone comme on l'a fait sur d'autres pays. Mais donc, il y a de la démo produit? Tout à fait. Pardon, c'est vrai que je n'ai pas expliqué. Ouais, non, je trouve ça intéressant quand même, si tu veux bien. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu cette très belle boutique, je vous encourage à aller voir sur LinkedIn. Donc, tu rentres, tu as un rayon sur ta gauche avec le merch. Donc, en gros, les différentes catégories qu'on a choisi d'exposer. Donc, tu vas avoir de la console, de la machine à café, du téléphone, des tablettes, des watches, presque toutes les aspirateurs, je pense. Enfin, vraiment, on a quasiment toutes les grosses catégories de back market. On n'a pas amené de machine à laver, ceci. Et ensuite, tu vas avoir des tables au milieu de la pièce où il y a des petits jeux. Donc, par exemple, Spot the Differences. Donc, essaie de deviner lequel est neuf et lequel est reconditionné. On a un stand aussi de nettoyage et de réparation. Donc, tu peux venir faire nettoyer ton Mac et sortir avec un Mac comme neuf. Tu peux demander aussi de l'aide pour faire réparer ton téléphone. Et voilà. Et je vois aussi du trade-in. Tout à fait. Alors, on ne peut pas faire de reprise à 100%. Pardon, je vois aussi mais sur le site, si vous googlez
ou utilisez n'importe quel moteur de recherche Back Market New York Retail Store, vous trouverez la page Back Market Retail Store avec des images et justement les catégories. Donc il y a le trade-in. C'est quoi le trade-in? Ça veut dire que je peux venir et vendre mon téléphone? La reprise, oui, tout à fait. C'est ce qu'on... Oui, tout à fait. C'est ce qu'on propose. Non, mais pardon, oui. pour faire simple. Pour faire simple. Oui. Oui. Ok. Et un autre élément, tu vois, intéressant, c'est que en discutant avec ses passants, ses clients, on entend par exemple, mais en fait, on a vu vos pubs dans le métro, elles sont magnifiques, on adore. Mais en fait, c'est tellement pas cher qu'on se demande si c'est pas une arnaque. Mais ça, c'est le meilleur feedback que tu puisses avoir parce qu'en fait, sur un site, le client que tu as payé pour faire un user interview, il va commenter ton prix en 3 secondes. Il va pas te faire un feedback aussi utile que celui-là. Et du coup, on s'est rendu compte que c'est bien d'expliquer qu'on est moins cher, mais à expliquer qu'on est si peu cher, ça peut aussi donner l'impression qu'on n'est pas legit. Donc, tu vois, c'est plein de petits feedbacks comme ça qu'on a au quotidien qui vont nous permettre, une fois de plus, d'affiner notre proposition de valeur en ligne, puisqu'on n'a pas vocation à être un retailer de façon permanente, quoi. C'est ça. Et le dernier point sur cette boutique aussi, c'est que toutes les semaines, on a des événements qu'on organise. Donc, parfois, c'est des ateliers DIY autour de la réparation. On a eu des intervenants vraiment super intéressants. Et la semaine prochaine, justement, je vais à New York pour visiter la boutique, y travailler moi-même pour avoir, tu vois, ce contact avec le client. Et on va recevoir un ensemble d'acteurs américains dans des télécoms, aussi bien des influenceurs qui sont des challengers, on va dire, de ces telcos-là, mais aussi on va dire des grosses têtes qui vont échanger sur le sujet. Est-ce que les apprentissages de ce retail store, de cette boutique, seraient applicables en France? Est-ce que ça peut être dans les plans d'ouvrir un... C'est une bonne question. Je pense qu'on n'en est pas là encore dans nos conclusions, on va avec dire. Avec votre taux de notoriété ouais. Et puis la... En France, je pense qu'il y aurait tellement de monde dans la boutique. On ne saurait pas quoi faire. Non, je plaisante, c'est prétentieux. Mais non, je pense que c'est un modèle qui peut être intéressant de tester dans d'autres pays. Non, mais surtout avec la pénétration du refurbished en France, oui. T'as moins besoin de convaincre quand même, tu vois. Ouais. Ou alors, tu le fais pour une opération spéciale où tu veux vraiment vendre, mais on vendra toujours plus en volume sur un site que dans une boutique. Par contre, tester ce modèle dans des marchés où on est, alors pas si nouveau, mais on a plus de mal à pénétrer, je pense que ce serait super intéressant de le faire. Compris. Je crois qu'on a fait presque le tour de tous les sujets qu'on voulait aborder. J'aimerais bien conclure maintenant avec tes apprentissages, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les erreurs que vous avez pu commettre, et puis du coup les conseils que tu peux donner à des e-commerçants qui, comme vous, souhaiteraient augmenter la LTV, la fidélisation et l'acquise sur des produits dont les fréquences d'achat sont assez longues au final par l'utilisation de services. Tout à fait. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que le premier point, c'est la transparence, que ce soit sur ce que tu offres, à quel prix tu l'offres, ce qui est inclus. Les assurances, c'est souvent quelque chose qui fait peur. Par exemple, les gens disent oui, enfin, je vais devoir payer un bonus en plus, ça va me coûter tant, etc. Donc, un gros besoin de rassurer sur la transparence, sur vraiment ce que je disais, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, parce que sinon, la qualité, enfin ta façon de noter le service va être tellement décevante que le client il ne reviendra pas. Ça marche aussi pour la qualité des terminaux, donc l'importance des reviews des clients, des reviews sur les marchands, etc. Et je pense qu'on le fait tous aujourd'hui. Avant de réserver un resto, tu vas sur Google regarder combien il a de notes. Quelle est sa note, pardon. Là, c'est exactement la même chose quand on pense service, quand on pense terminaux sur la plateforme. Il faut aussi garder en tête que le prix, c'est quelque chose de vivant. Et qu'un prix qui marche aujourd'hui, c'est pas forcément le prix qui marchera demain. Donc, il faut pas hésiter à jouer aussi sur la perception du prix, l'augmenter, le descendre, faire des tests, etc. pour trouver ce qui correspond le plus en fait à ce que le client veut en face et créer aussi cette histoire autour du prix, comme je te le disais tout à l'heure, de quand tu compares le reconditionné avec le neuf, mais que tu rajoutes tous les services, au final, tu as beaucoup plus pour moins. Et là, c'est entre guillemets facile à raconter quand je suis derrière un micro et que je prends le temps de t'expliquer. Sur un site, c'est très compliqué à faire, mais il faut réussir à raconter cette histoire de
qu'est-ce que tu vas gagner en fait? Quelle est la proposition de valeur pour toi? C'est ça qui va faire la différence. Et aussi, je pense, bon, c'est un peu la même chose que je disais avant, mais exprimé différemment. C'est montrer et ne pas dire. C'est un, tu sais, les fameuses méthodes de product-led growth où en fait on dit show, don't tell. Ça sert à rien de dire je suis le meilleur du reconditionné, j'ai les meilleures offres de service. Ce que tu veux, c'est montrer en fait que c'est vraiment le cas. Donc c'est leur faire vivre une expérience positive, leur donner un aperçu de ce à quoi ils vont avoir accès avec le service. Et tu vois, quand on parle des forfaits mobiles, le fait d'avoir une réduction immédiate de 150 €, en fait, c'est très tangible. Tu peux tout de suite profiter du service, tout de suite profiter de la proposition de valeur et c'est donc beaucoup plus facile de convaincre ton client. On peut revenir un instant sur l'élasticité des prix et l'A/B testing. Vous êtes sur un marché où il y a des centaines de refs qui sortent tous les jours, qui sont mises à jour. Il y a ce principe de nouveauté, de capsule, de lancement. Les prix, du coup, en reconditionné peuvent évoluer assez rapidement. C'est presque du yield, comme dans l'aérien ou l'hôtellerie. Oui, alors... Du yield management, pardon. Oui, tout à fait. Bah, vu que nous, on a un algorithme en fait, qui met en compétition les marchands en continu, alors je ne savais pas dire à quelle fréquence les résultats sont rafraîchis, mais en gros, le gagnant de l'algorithme sera peut-être pas le même dans 10 minutes, ce qui fait que si ce n'est pas le même, le prix ne sera pas le même. Donc, il y a ce côté où tu as un prix qui va fluctuer. Et donc c'est super important. C'est important de l'expliquer aux clients que le prix peut changer aussi et qu'on ait une marketplace. Donc c'est normal que le prix change. Tu vois, c'est pas une arnaque. C'est le fonctionnement d'une marketplace. On avait mis en place par exemple des alertes sur l'application où tu peux te mettre une alerte prix au prix qui te correspond, de façon à ce que quand il y a le prix psychologique qui te correspond, qui est dispo, tu peux aller sur l'appli, tu peux l'acheter. Et ça crée, tu vois, justement cette transparence avec le consommateur où il reprend un peu possession du prix et de l'expérience client. Ok. Tu as parlé du prix, tu as parlé des avis. Quels autres apprentissages? On a parlé, bon, évidemment, conversion et rétention, mais le paradoxe aussi, c'est que on est très obsédé, je pense, dans toutes les boîtes du marché à faire de la conversion. Dans les médias, je me souviens avoir passé des années à optimiser la conversion et soudain on se réveille, on se dit mais c'est un panier percé, tous les gens s'en vont. Donc en fait tous ces efforts ont été réduits à néant parce qu'on n'a pas anticipé l'après, on n'a pas anticipé comment garder ses clients. Et en fait j'aurais tendance à dire qu'avant même penser stratégie de conversion, il faut penser stratégie de rétention, parce qu'au moins une fois que tu as acquis un client, tu sais qui va rester, qui va t'aimer a priori et qui va te rapporter du coup, et pas seulement pendant 1 mois, 3 mois, mais peut-être pendant 5 ans. Ok, compris. Oui, la rétention, c'est une nerf de la guerre. On en parlait un petit peu au début aussi, mais j'avais ce chiffre aussi, qu'un client qui est engagé, il va dépenser en moyenne 1,5 fois plus qu'un client qui va faire juste une seule transaction. Donc les maths, elles sont assez faciles à faire. Tu prends ton panier moyen, tu fais ça et tu te dis bon, ça vaut peut-être le coup que je mette. Voilà, il faut que je mette mon poids de corps sur ça plutôt que le reste, ou juste séquencer en tout cas. Cette démarche chez Back Market, elle date de quand? Du coup, la rétention au sens de rétention d'un client e-commerçant, on va dire. Donc ça date de 2022. Donc tu vois, sûrement qu'il le faisait déjà avant, mais moi, en tout cas, quand j'y étais en 2022, c'est là qu'on avait cet objectif sur la LTV. Et après, nous, dans les services, ça fait vraiment 1 an et demi, parce qu'avant, nos offres d'assurance, tu les payais en une seule fois. Donc, tu payais un peu comme ta police d'assurance pour ta maison, tes X euros pour l'année. Et en fait, quand on a changé notre modèle pour passer en mensuel, pour rendre l'assurance plus accessible, parce qu'un prix psychologique mensuel plus bas, c'est là qu'on s'est dit, ouh là là, le churn. Beaucoup de gens s'engagent et puis après ils oublient de payer ou ils mettent pas à jour leur carte de crédit. Et on s'est dit, ok, pareil, on a mis des super tactiques en place pour augmenter la conversion, l'attachement des assurances, donc combien de personnes en prennent dans leur commande. Et on s'est dit, mais on n'a pas anticipé que beaucoup de gens auraient des problèmes de paiement, par exemple. Donc maintenant, on est en mode, il faut tout réparer, il faut s'assurer qu'il reste dans cette sphère, on va dire, de confiance et qui fait qu'il reste engagé et qu'il continue de payer, quoi. Évidemment.
Après, donc, tu m'as dit 2022, après 4 ans, on est capable de quantifier l'impact global au niveau de la société. Est-ce que ça veut dire une baisse des coûts d'acquisition de l'autre côté, ou des coûts d'activation, tu vois, de l'achat média? Est-ce que... Alors, je réfléchis à ce que je peux partager. Alors, je pense que c'est pas aussi radical que ça, parce que, enfin voilà, on est c'est ça. On est très très gros, du coup, c'est compliqué de baisser ton CAC. Mais ce qu'on voit en fait sur les assurances, par exemple, c'est que quand tu arrives à optimiser à plus 1% de rétention, par exemple, sur ton audience, bah, c'est plus 1% de rétention. Ça peut représenter des milliers et des milliers de consommateurs qui seront toujours là dans un an. Donc, à l'échelle de ce petit programme, en tout cas, je peux te dire que la rétention, c'est un levier de croissance du revenu et que on y met beaucoup d'attention parce qu'on se rend compte que ça nous rapporte beaucoup plus de garder les gens que d'aller en chercher de nouveaux. Toujours. Voilà. Et tu l'as dit, un consommateur engagé dépense en moyenne 1,5 fois plus qu'un consommateur de passage. Tout à fait. Des centaines et des centaines d'A/B tests, vous avez aussi fait des erreurs dont vous avez pu retirer des apprentissages? Oui, tout à fait. Des erreurs, on en a beaucoup fait. Il me semble qu'à l'époque, on avait même fait des statistiques en se disant qu'il y avait en moyenne, je ne sais plus si c'était 2 ou 3 A/B tests sur 10 seulement qui fonctionnaient. Donc, autant te dire qu'il faut que tu en fasses vraiment beaucoup avant de trouver le sweet spot et que ça fonctionne. Et tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de cette étape qu'on a rajouté avant d'aller au panier. Je t'ai parlé des étoiles. Moi, j'ai travaillé sur des A/B tests beaucoup plus poussés dans le dans le panier, où on a refondu pour rendre le truc beaucoup plus beau visuellement, moins de scroll, etc. Et on se tapait des moins 5% de taux de conversion. Et du coup, tu pleures parce que tu as passé un mois à faire du design, du dev, et en fait, c'est un énorme échec et tu ne peux pas rollout un truc à moins 5%. En fait, c'est juste pas possible. L'impact business serait beaucoup trop gros. Donc voilà, il y en a eu pas mal. Je trouve que beaucoup de... Mais ça, c'est un apprentissage fort quand même. Mais bien sûr. Il faut multiplier les tests et savoir que... il faut savoir que tu fais les 3 quarts du temps. Mais pas les multiplier en parallèle non plus. En fait, si tu es capable d'isoler tes populations et d'être sûr que à chaque fois tes groupes de tests ils voient pas la même chose, ça va. Mais c'est vraiment important. Et pareil, on a aussi eu des tests, on a échangé beaucoup de choses, ça a marché, mais on n'a jamais été capable de dire pourquoi. Pourquoi? Quel levier a marché? Et t'as beau le savoir, parce que quand ça fait longtemps que tu fais du produit, c'est un peu le b.a.-ba, tu vois, ces choses qu'on t'apprend au début. La réalité, c'est que tu te laisses vite emporter par l'excitation de faire un truc super, où tu te dis « Ah, mais j'ai changé la forme de la carte dans le panier. En fait, si on changeait le titre, ce serait plus cohérent, non ?» Et puis voilà, le problème, c'est que derrière, t'es pas capable d'attribuer... la victoire, tant mieux. L'échec, c'est plus ennuyeux pour élaborer la suite de ta stratégie. L'A/B testing est localisé, j'imagine? Vous en faites en France, à l'étranger? Alors, la plupart du temps, quand on fait un A/B test, il tourne au global, sur l'ensemble des marchés où on est présent. Mais ça arrive aussi qu'on fasse des tests locaux qui sont selon ce qu'on essaye de faire. Donc, par exemple, pour les assurances, c'est très possible que je lance une nouvelle offre qui est disponible qu'en France, donc mon A/B test va tourner que sur ce marché. Alors que par contre, quand je veux optimiser mon panier, là, c'est un test que je vais te faire tourner au global. Et je vais quand même, par contre, regarder les performances à échelle locale pour s'assurer que tu n'es pas un uplift dans un pays et une énorme chute dans l'autre. Okay. Parce que c'est ce que je disais au tout début, la localisation selon les marchés, donc le Japon et les États-Unis étant des très bons exemples, c'est pas la même recette là-bas. Il faut vraiment adapter pour que ça fonctionne. Le temps file, mais je serais curieux quand même de te poser la question des process et des outils pour l'A/B test. C'est que de l'interne ou vous utilisez des solutions externes? Alors, on utilise CloudBees, qui est un outil plutôt tech qui te permet de splitter ton audience. On a du coup nos ingénieurs qui implémentent l'A/B test. Interne. Donc ça, il y a toujours de la logique, quasiment toujours de la logique back-end. Donc c'est de l'interne, on construit tout. CloudBees pour la division de l'audience. Et ensuite, on utilise Amplitude pour regarder en temps réel les résultats et les performances de l'A/B test. Compris. Ça fait 1h10 qu'on se parle. C'était hyper intéressant. J'espère qu'on n'aura pas perdu trop de monde en route. Comment est-ce qu'on clôture cet épisode?
On peut le conclure dans le fait que voilà, il faut pas s'enfermer dans l'optimisation de l'existant, il faut être créatif si on veut aller chercher de nouvelles audiences et il faut penser écosystème et pas seulement produit ou petite verticale produit. Voilà, faut avoir de la vision en fait. C'est comme ça qu'on fait grandir son produit. Pendant longtemps, la bataille a été autour du prix, et pas que chez Back Market, hein, je parle en général, être le moins cher. Non, aujourd'hui, c'est avoir la meilleure proposition de valeur au meilleur prix, de la transparence et de la confiance du coup. Parce que si ce que tu vends, c'est pas de la qualité, ça tiendra pas la route. Et c'est pour ça que toutes ces petites marques chinoises qui émergent en France, j'ai quand même un doute sur le fait qu'elles vont durer dans le temps, au-delà du fait que ce soit un désastre écologique, parce que c'est de la mauvaise qualité et il n'y a aucune transparence. Donc voilà, il faut quand même garder ça en tête. Aujourd'hui, tu as tellement de choix que si tu n'es pas capable d'amener cette qualité, aussi bien sur ton produit numérique que sur ton produit fini, tangible, tes clients, ils resteront pas, ils achèteront pas chez toi. Et puis, l'impact environnemental, ça a été longtemps un petit bonus. Tu sais, tu mettais ton logo en vert ou alors tu dis que c'est made in France alors que tu as juste rajouté un bouton en France. Et donc, ce qu'on entendait souvent aussi chez les autres, c'est... ça a un coût aussi pour une entreprise d'avoir une politique RSE, d'investir en fait sur la circularité. C'est faux. Honnêtement, la circularité et ces démarches en fait de faire plus avec moins, ça rapporte plus aux consommateurs et ça rapporte plus aux entreprises. Donc il faut arrêter de penser à, on va dire j'ai le mot en anglais de sustainability comme un petit truc qu'on fait en plus, tiens, à la fin de l'année, on mettrait pas un petit logo vert pour Earth Day sur notre site, mais plutôt comment, en fait, à chaque fois que je conçois un produit, à chaque fois même j'ai une démarche, un process dans ma boîte, comment ça peut avoir vraiment un impact positif, parce qu'il y a que quand ça devient systémique que ça a un impact considérable. Formidable, très belle conclusion. Victoria, merci infiniment. Victoria Moussa, M-O-U-S-A, si vous voulez poursuivre la conversation sur LinkedIn. Ton principal enjeu, ton enjeu numéro 1 pour 2026 ? Lancer des services qui fonctionnent. Non, sérieusement, on va beaucoup innover l'année prochaine avec plein de sujets hyper excitants. Mais voilà, ce sont des paris. Maintenant, il faut voir si ces services y plaisent, y sont adoptés et qu'ils amènent de la croissance. Formidable. Backmarket.com pour aller voir ou .fr, non on est partout. Deux, hein, ouais. Vous êtes partout. Backmarket. Pour aller voir tout ce dont on vient de se parler pendant 1 heure. Victoria Moussa, M-O-U-S-A, sur LinkedIn pour poursuivre la conversation. Merci infiniment. Merci beaucoup, Laurent. Et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Salut.